Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, cette émission est consacrée au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel. Et justement, à propos de patrimoine immatériel, eh bien, on reçoit un monument vivant, une institution qui œuvre sans compter et en comptant pour la transmission, la valorisation de notre patrimoine immatériel, riche de quantité d'histoires qu'il collecte, de chansons, de contes, de mots dans sa langue, enfin dans notre langue maternelle qu'il défend tambour battant. Il est conteur, chanteur, auteur, bon vivant, paysan. Allez, on le présente plus, on se réjouit de l'inviter. Et il a son rond de serviette ici dans cette émission. Yannick Jolin, c'est notre invité. Aujourd'hui, il va nous présenter les comptines à Jolin. Vous comptiez ? Eh bien, chantez à présent. Petit papo, la la la, petit papo, petit papo, la la la, petit Ça s'apprend vite, hein ? Nom Jolin, prénom Yannick, profession bonimenteur, pas menteur, conteur, marchand de fables. Enfin, nous tenons, son procès peut s'ouvrir pour folie et usage de folie, avec détournement de bonheur, conduite en état d'hilarité. Enfin, nous tenons l'homme capable de faire d'un petit village de 300 hommes le nombril, le nambouré au monde. Un batteur de planches capable de faire du rêve avec du vent et de réenchanter le monde. Alors une question s'impose, peut-on canaliser Yannick Jolin ? Rien n'est moins sûr, car si j'en crois le petit Robert qui n'a pas sa langue dans sa poche, canaliser, c'est rendre navigable. Or donc, est-il possible de rendre cet artiste navigable ? Peut-on sillonner dans les méandres de ses pensées sans chavirer au premier grain de folie ? Peut-on canaliser un vent de douce folie ? Et tiens, pourquoi pas le psychanalyser pendant qu'on y est ? Eh bien, c'est ça. Allez, on reprend les choses au début. Il faut dire que cet homme-là est tombé dans la marmite des mots quand il était tout petit. Moi, j'imagine déjà dans le ventre de sa maman, il écoutait le monde causer, il enregistrait les moindres détails, il s'entraînait à les mettre en bouche, étirements vocaux, arre, gousi-gouza. Et puis au bout de quelques mois, à peine 9 mois, je crois, il a fait comme au théâtre. Il a regardé par la petite fente entre les pans du rideau, il a allongé le cou, tendu les bras et s'est lancé, est entré dans la piste. Bonjour le monde. De la première gifle de la sage-femme, il en a fait son premier applaudissement, sa première claque. Il a salué, l'artiste venait de naître. Puis après, il a bu des mots, longues conversations, de la bouillie de bredouillis. Il a mangé tous les mots par la racine, les mots latins, les mots baratins, les mots grecs adjectiférants et passés grecs, des mots du bled, du dico, de sa grammaire maternelle. Alors pas étonnant que l'homme soit intarissable sur le sujet. Ni une ni deux, il s'est attelé à la tâche. L'idiome du village en a passé des heures à écouter, à collecter des histoires. Il en a fait des cours d'insouciance, des masterclass d'innocence, des classes préparatoires aux grandes bricoles, des séminaires d'imaginaire. Et à force de travail et de matière, eh bien, il a grimpé en danseuse les sommets inaccessibles du show biceps et du théâtre. Jolin, c'est un puits de mots. Les mots, ce sont ses armes, ses larmes, ses charmes. Jolin, c'est une sorte de tout à l'engouement, un jacuzzi de la causerie, un tailleur de bavette. Pas de langue caussarde, du lieu commun en haillons, grosse culotte en coton. Non, de la belle ouvrage, de la langue maternelle, celle qui sonne vrai, qui swing, qui vient des profondeurs, la langue des émotions, des verbes bien taillés, des adjectifs bien ciselés, de la gaine de beau langage, ça badine, ça baratine. Chez Jolin, les voyelles défilent, ça sointe du fond de la glotte, les glandes salivent, les papilles gustatent, les zygomatiques bandent outrageusement, la verve s'érige, attention, virage glissant, la gorge se déploie, le larynx jukebox dans le flot de paroles, ça peut aller jusqu'à la partouze verbale après quelques vers bien sonnés, ça calemboure dans les coins, ça contrepète dans le soi, ça se lâche dans toutes les prépositions, les mots polysèmes à tout vent. Ben oui, voilà des années qu'il multiplie les approches engagées, qu'il pose les tréteaux, là où vivent les gens, pour y faire danser, pour y enchanter le monde, et puis créer des familles résistances. Parce que oui, les langues, ils les aiment à la folie, ils leur roulent des patins, des pelles. Les langues se mêlent, s'entremêlent, ces mots, billettes qui, pour avancer, carburent au mélange. Les langues, ils les enfourchent, ils les cultivent, ils les regardent sous toutes les coutures. Aucune langue ne doit être pendue ou ne doit être perdue, parce qu'une langue qui n'est plus parlée, eh bien c'est un passé qui se meurt, un présent déboussolé, et les langues mortes se ramassent à l'appel, tu vois, on a tout oublié. Ah non, pour lui, les langues doivent sortir de leur poche revolver, poche trouée ou pleine de résistance, pour affronter le grand palais de la République qui montre les dents et qui, depuis belle luette, ne veut voir qu'une seule langue, la seule langue qui soit au goût des papilles de la nation, le français. Pour les autres langues, c'est motus et bouche cousue, silence, on coupe, aphonie des grandeurs. Qui êtes-vous, langue celtique ?
sceptique. Languedoc, Padac, non, pas toi. Allez, Oust, va te faire parler ailleurs. C'est ça, va te plaindre à la commissure des lèvres européennes. Seule la langue tolérée, mesdames et messieurs, c'est la langue des Français de souche. Une langue tricolore, mais méfiance, elle peut vite fourcher et devenir vipère avec son fiel et sa haine pour trouver parfois sa voix dans le secret des urnes. Alors, Yannick Jolin, merci de nous maintenir éveillés et de continuer de faire vivre cette langue, nos trésors. Et rien de mieux que de les faire vivre dans les contes, mais aussi les comptines. Parce que quand on écoute les comptines à Jolin, c'est doux, percussif, inventif, poétique. Et il n'y a pas plus politique et poétique que les comptines pour faire circuler la langue. Une comptine, finalement, ça se retient facilement, ça se transmet. Elles ont un pouvoir d'échange, d'émotion. Et qui c'est qui a dit que c'était que pour les enfants ? Non, non. C'est une descente en rappel du côté de l'enfance. C'est pour les drôles et les drôlesses qui sommeillent en nous. Et puis, entre nous, les comptines ne sont pas toutes politiquement correctes. Beaucoup étaient grivoises. Par exemple, il court, le furet. C'est une contrepétrie. Ah, c'est pas facile. Nous n'irons plus au bois évoque la fermeture par Louis XIV des maisons closes. On accrochait par-dessus des portes du laurier. Et les comptines à Jolin, eh bien, qu'est-ce qu'elles racontent ? Comment elles sont nées ? D'où viennent-elles ? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Yannick. Bonjour Jérôme. Ça va-t-il ? Ben dis donc, il crie qu'on est Bavassou. Moi, il ne serait pas capable de faire ce que tu fais, de manier la langue, de la torser, de torser le français. On essaie. De trousse le français. Oui, Bémuquement. oui, mais parce que malheureusement, j'aimerais trousser la langue poitevine, le patois, mais je le comprends, je l'ai entendu enfant, mais je ne le parle pas. Ouais. Et ça, ce serait un beau défi que de trousser et puis de jouer de la même façon avec le Ben oui, ouais. Mais ça, nous, il y avons un tel déficit de transmission de cette langue et de sa malice, parce que transmettre dos mots, on est du formol, les mots. Quand on trempe et qu'on les met dans les dictionnaires, un mot existe dans son contexte, dans la manière que là de se déployer. Ouais. Et ça est le plus compliqué à transmettre. On a deux bons transmetteurs. Yossé. Nos deux Jean-Pierre. On a dit ça après à Pibaud, là, c'est vrai qu'on c'est qui criait pas des borniches à matin, puis avoir du face de carême même en face de moi. C'est nos deux patrimoines vivants, quasi inscrits au titre des monuments historiques. Ils pourrions pas lui mûcher un peu de formol tout de suite pour être sûr de les conserver de même. Ah oui. C'est vrai. Bon, comment va les Jean-Pierre ? Ben, on va bien, comme les menés. Bon. Et alors, au menu, qu'est-ce que vous nous faites ? Ah ben, il y a l'enfer de Berdadao, parce qu'à la mode, à l'heure actuelle, la mode, et c'est pas un reproche, hein, la mode, c'est la cuisine mondiale, internationale. On ramène des recettes du monde entier, alors que nos recettes de pays, aussi bien du Marais que du bocage, elles ont un équilibre de goût qui est parfait. Et si on n'en parle pas régulièrement, c'est des recettes qui vont disparaître faute d'avoir existé, faute d'avoir été pratiquées et faute d'avoir été dégustées. Ouais. Et voilà, le Berdadao fait partie d'un des grands classiques du Marais breton vendéen, entre autres, dont je vais parler tout à l'heure. Et vous l'êtes approprié ou Nous, je mettais sur le menu à la noce maraîchine, le Berdadao. D'accord. Donc il y a la pâte... les gens me demandaient, mais qu'est-ce que c'est que je suis au Berdadao ? Mais je dis, c'est pas compliqué, au lait d'oseille, il y a la vinette. Et là, bon, mais qu'est-ce que les d'oseille, il y a les bisbis ? Non, de Dieu, ils sont plus chez nous. Mais Berdadao, parce que Berdadao est quelque chose qui fait avant. Oui, Berdadao. Berdada. Bon, Berdada. Le Berdadao. Au Soun, en tout cas. Oui, au Soun Baye. Ouais. Et puis, on remplit Baye aussi. Ah oui, mais ça tombe bien. Dans la panse. Dans la panse. C'est le fond de l'estomac. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas goûter. Mais vous allez nous mettre... C'est ça la force des histoires et des recettes, c'est que vous allez nous mettre l'eau à la bouche. Et c'est simplissime. Si c'est pas simple, c'est pas drôle, les gens le font pas. Bon. On est comme en amour. On est de parler avant. C'est ça. On commence à... Ça chatouille le palais. Oui. Ouais. Jean-Pierre Bertrand, au menu, alors. Oui, mais moi j'allais dire le Berdadao. Oui. Il y a aussi un autre avantage, c'est que c'était bon pour les nacrous. C'est économique. Ah oui. Coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Pour les maraîchers, c'est bon. On fait avec les restes, non. Non, c'était des produits qu'ils avaient sur place. Oui. Puisque le Marais était très pauvre, comme une partie du bocage à l'époque, voilà, les gens n'avaient pas d'argent. Okay. Et donc, ils se nourrissaient de ce qu'ils avaient sur place. Tu connaissais Yannick ? Non, pas du tout. Mais c'est pas très connu. Au moins une fois par semaine, toute l'hiver. Ah ouais ? Oui. Ah ben oui. Ah oui.
Oui, vrai. Ah ben non, Au moins. là, il est hâte d'être plus loin dans Mais chez l'émission. Maréchal. Chez Ça va Maréchal. venir, ça va venir. Chez Maréchal, c'est pas Boucaran. Ah oui. C'est ça. Le c'est grand-père s'est pauvreté, partout où il pouvait laisser pauvre tête. Mais oui, mais on est formidable que l'on a de rejeter sur pièce, parce qu'on en avait qui avant immigré quand même en Charente et puis plus en bas. oui. Que moi, dans les collectages qu'il y a fait, oui. même dans le Bordelais, plein de monde venant de Marais, parce que c'était tellement pauvre. Ah, pauvre, Ouais. c'est vrai. C'était une question de survie. Tu parlais de collectage. Alors, est-ce que les Comptines à Jolin, qui est le dernier album, en fait, ton dernier peut-être spectacle, tu vas nous en dire 2 mots, c'est du collectage ou comment c'est né ce projet? Alors, on n'a pas bérette de collectage. On a 4-5 chansons qui venaient de collectage, et en particulier pas loin de Marais, parce que Bérette venant de Saint-Julien-d'Hollande, un petit pépé qui s'appelait le Père Richard, qui jouait au violon, d'ailleurs, tu l'as enregistré. Moi, il l'a enregistré, oui. Ouais. Et ce petit bonhomme qui adorait Saint-Julien-d'Hollande, il allait faire pas mal de collectes à ce moment, mais tu vois, il était 80. Et tu collectais des comptines aussi? Oui, ce qui se faisait. Il y a toujours des ethnologues un peu approximatifs, tu vois. Par exemple, il avait un bonhomme qui était le bonhomme Magot. Moi, sa femme me racontait des contes. Lui, il avait fait la guerre 14. Elle avait plein d'affaires à raconter sur la guerre 14. Ouais. Mais on nous avait dit à l'époque, faites pas suer avec les gars qui racontent la guerre 14. C'est pas intéressant. N'est pas intéressant. Alors qu'il y en avait d'autres choses extraordinaires là-dedans. Hein, ils sortiront de chez Tranchait, il est usion, le nous tusion. Arrêtez de tirer, vous voyez Bégolade au monde. Ah oui. On avait l'humour de guerre. Oui. Extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Ouais. Et donc, là, on n'a que 4-5 autrement. Il me s'est collecté moi-même. D'accord. Parce qu'on est plein de petites comptines qu'il a fait pour mes filles. Tu sais, mes filles, l'Adrère à 10 ans. Et il lui chantait des chansons quand il était toute petite, quand il nous porte mignon, etc. Puis à fine force, il a commencé à me dire, on a un intérêt de petites mélodies. Chez moi, c'est un mélodie, c'est pas musicien, mais c'est mélodiste. Donc, et il a envoyé mes petites mélodies à Nicolas Méheux, le musicien avec qui il joue dans le projet Saint-Roch, et qui en a fait des petites merveilles. Parce que vraiment, musicalement, je suis très fier de ça. Et on parle de quoi, ces petites tu vois, là, on a un pet de cochon, un petit porcelet qui habite dans un palais, car il fait des paix qui sont très mauvais, des paix qui sont très cochons, des paix qui sont très cochons. On a des affaires de même. On a une chanson pour ma fille Irène, par exemple. Irène, ma petite Irène, quand je te vois pleurer. Irène, ma petite Irène, quand je te vois pleurer, je vois dans tes yeux des larmes comme il pleut, des cris, des chagrins, hérités des aïeux. Je fais des chansons pour elle, des petites chansons pas mal de chansons de ballades, quoi. On est un petit osia qui sait quand on fait bien, le chante dans le lumière, en faire de la santapia. T'écris beaucoup en mouvement? Parce qu'on se souvient de ta tournée en âne, le tracteur l'année dernière. Tu virounes, tu marches. Oui. Ça vient beaucoup en mouvement. La marche, moi, souvent, train aussi, j'imagine, voiture, tu fais. La marche, tout ce qui est tout le mouvement. Tout le mouvement. Mais le mouvement est un déséquilibre. N'a pas de mouvement sans déséquilibre. Donc, quand tu te déséquilibres, tu vois bien que. On avait un gars, là, pas longtemps, qui me résumait la vieillesse. Il me disait, c'est le ralentissement et la ritualisation, c'est-à-dire toute chose, t'as une immobilité, quoi. Tant qu'on est encore en mouvement, on est en création possible. Et ça qui essaie de maintenir et que Yves Aubé, que vous maintenez aussi. Ah ben le Faubin, mais... Les petits jeunes. Oui, mais ils sont biodégradables. Ah. Et la force des comptines, c'est aussi qu'on retient, parce que dans tes histoires, il y a souvent, tu glisses souvent des ritournelles. Moi, j'ai souvent pensé que tes histoires, elles étaient comme des chansons. On retient l'histoire, mais on retient aussi la ritournelle. Ben oui. Et la comptine, c'est pareil, c'est une mécanique un peu particulière. Mais tu sais, c'est comme si, à l'époque, on avait déjà inventé tous les ressorts du marketing moderne. Tu vois, un jingle de pub, c'est une comptine. C'est tout un tas de... Et moi, il me rappelle, la Mémé Magot, quand il y a la voix, elle me disait, d'abord, elle disait, ah oui, Oletchel qui faisait roule, roule, petite boule. Elle se rappelait d'abord la mélodie de la comptine du conte, et ça, on lui tirait le fil de l'histoire. Et les comptines pour enfants, d'abord, ils manquent d'outils pour transmettre aux enfants. En plus, ils sont dans un département absolument aberrant. On a une telle richesse
même linguistique, qui n'est pas prise en compte du tout, n'a aucune école ou très peu qui faisant de la transmission. Les comptines, tu vois, quand il s'est en Deux-Sèvres, ils disaient tout à l'heure, ils aurions dû, si avions été demandé à un Trumpiste, annexer la partie nord aux Deux-Sèvres, parce qu'il ne voit pas pourquoi le Deux-Sèvres n'existe pas. Tu vois, mais n'empêche qu'en étant en Nouvelle-Aquitaine, on a une politique linguistique. Donc, on a aussi de possibilités pour pouvoir mettre de moyens pour aller, même commencer avec les gamins, en maternelle, aller chanter des comptines. En Vendée, n'a rien. Comment transmettre une langue si, dès la maternelle, c'est pas nourri, on a des trésors à nos pieds et puis on n'en fait rien. Et en plus, en Vendée, le défi de la modernité a tellement été un défi majeur à un moment donné qu'on a été aussi en étant fossoyeur de toutes les traditions qui étaient considérées comme un truc passéiste. Et tu crois que c'est seulement en Vendée ou c'est lié à la société rurale qui voulait passer à autre chose et du coup, quand on cause la langue, le patois, c'est pas bien, donc Bien sûr, toutes les sociétés rurales sont les pires ennemis de nos langues minoritaires aujourd'hui, ou minorées, sont les paysans, souvent, qui sont restés sur le territoire. Parce que le voulant tellement pas qu'on les associe avec cette espèce de porteur de ce qui est pour eux un truc de dévalorisation de soi. On a tellement à cacher sur la tête nos patois depuis 1882, depuis l'école il faut toujours se rappeler que l'école de Jules Ferry était un grand racialiste. Pour lui, le disait, nous avons une responsabilité vis-à-vis des races inférieures. C'était ça. C'est moi à l'Assemblée nationale. C'était d'abord, il était ministre de l'Éducation nationale et des colonies. Donc, ça a fait ce que ça raconte exactement que pendant des générations, on a imposé le français, qui est une chose formidable. Il aime tellement chez le langue, mais en même temps, on l'a fait en humiliant. C'est ça. Et on peut pas bâtir un peuple qui se tient droit. Et aujourd'hui, on voit bien les dégâts qu'on fait dans notre ruralité. Bah oui, la musique, elle est belle s'il y a plein d'harmonie. Bien sûr. C'est plein d'accents. Ils sont le peuple européen le plus riche au niveau linguistique, et aujourd'hui le plus à l'arrière pour l'apprentissage de langues. Oh, les dingues, ça. Enfin, moi, il y a un discours de Jaurès en 1907 ou 8 qui raconte la chance qu'il y a Rayon de continuer à apprendre nos langues. Lui qui était occitaniste, forcément, il était d'Albi. Et du coup, il disait, si tout le monde parlait occitan, là, nos enfants communiqueraient avec les Espagnols, avec les Portugais, des rencontres. Il y a une simplicité d'échange. Et toujours une chance. Même une langue inutile sert à déployer un humain. Et ça, tant que les gens de chez nous n'auront pas compris que sauver 2-3 mots, sauver 4-5 expressions, les utiliser serait une affaire extraordinaire. La cuisine, elle peut aussi sauver. Si on faisait un peu de bordada, par exemple. Allez, c'est à vous, Jean-Pierre Bertrand. Je vais faire Pouveau. Tous les deux précieux, Jean-Pierre Précieux. Non, mais on est complètement d'accord, Yannick. C'est que le patois, c'est comme la cuisine. Nous, on a été initiés, on a intégré le patois inconsciemment, je veux dire, parce que notre environnement, comme la cuisine de l'époque, était transmis, on le vivait au quotidien. Et tout ça, petit à petit, ça s'est évaporé, quoi. Et donc, le tout, c'est de le réintégrer gentiment, et puis d'en reparler, de le faire revivre. Et puis, au lieu de même, que marchera. Mais il y a nos petits signaux, c'est-à-dire que quand, justement, là, d'être en télévision, dans un média, de donner de la pièce à une affaire de même, on les redonner de la valeur aussi. Parce que dans un théâtre, dans n'importe quoi, parce que tout d'un coup, on se dit, cette langue qui était dévalorisée, elle peut avoir de la valeur. Oui. Elle peut être en lumière aussi. Elle peut être en lumière. Oui, alors donc la recette, les dons de bordadao. Et on me disait, mais qu'est-ce qu'on est que tu bordadao? Enfin, pas que tu. Ça va bien finir par on dire. Il a le sens de la montée en suspense. Alors donc, au lait d'oseille, il y a la vinette. Alors bon, les oseilles, c'est des œufs, et la vinette, c'est de l'oseille. D'accord. Voilà, donc c'est des œufs à l'oseille. Et la recette, pour synthétiser la recette, si je peux m'exprimer comme ça, c'est une béchamel. Donc alors on fait une béchamel, on fait cuire des œufs durs. Bon, des œufs, il faut prendre de gros œufs. Parce que quand on prend des gros œufs, il en faut moins pour faire une douzaine.
pour faire L'autruche de Marais est très connue. Oui. Alors des gros œufs, que ça, il en faut au moins pour faire une douzaine. Hein, pour ça. Et puis, je m'excuse de répéter. Mais c'est ça le comique de répétition. Ouais. Alors, bon, la recette. Donc, une béchamel, on fait cuire des œufs, pas trop durs, 9 minutes, ça suffit pour qu'ils soient bons. Et bon, on les écaille, on les hache au couteau, grossièrement, pas au mixeur, à l'ancienne. L'oseille qu'on a récupéré, on le hache, on le fait fondre dans le beurre, on met l'oseille dans la béchamel et on met les œufs dans la béchamel. On goûte, c'est le poivre. Il ne faut pas que ce soit trop... Au début, quand j'ai appris à faire la recette, parce que moi, tous mes chefs que j'ai eus ne savaient pas faire la cuisine traditionnelle. Ils la faisaient de façon trop... c'était jamais bien. Il faut leur réexpliquer. Il faut réapprendre à manger et à refaire la cuisine. Ouais. Bon, la recette de base, je vais vous la donner. Là, il y a 2 litres de lait, 200 grammes de beurre, 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100 grammes de vinaigrette, voilà. Et 10 œufs, des gros œufs bio, si possible, ou alors des œufs qu'on a récoltés avec des poules qui couraient vite. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et voilà la recette de... C'est joli. Ouais. Et il voudrait d'osus de poules poules qui courent vite. Et voilà, et vous avez de bordada. Merci beaucoup, mon petit poussin. Ah, ben je vois. Très bien. On va faire sans transition. Tiens, on va passer d'un Jean-Pierre à un autre avec de bouche à oreille. Oui, on a la chance d'avoir une belle archive qui date de 1993, où Yannick, à l'époque, était sur un gros dossier qui était Pougne-Hérisson. Et j'en conviens qu'on aurait dû annexer. Tu vois, les Deux-Sèvres, On est comme ça, complètement Pougne-Hérisson ferait partie de... Il dit souvent que Pougne-Hérisson est en Vendée, tu vois, dans des interviews. Alors, on m'a fait mal voir à des moments, mais... Moi, je me fais mal voir quand je dis que la France devrait s'appeler la Vendée. Mais bon... La géographie, non, mais on ira pas plus loin. comme la Corse, un jour, la Vendée deviendra indépendante. Bien sûr. ça va venir. Alors, donc Yannick présente Pougne-Hérisson, arrosé en 93. On va voir un extrait où t'es fringant, t'es bien comme une charrue. Il crie qu'il me chamoudurait depuis. Hein, Alors on regarde. Elle a entendu une voix qui faisait « Bienvenue à Pougne-Hérisson !» C'est Pougne-Hérisson. Partout dans le monde, si vous êtes bien centré, vous y êtes. Pougne-Hérisson, c'est le nombril de la Terre, donc il n'y a pas de lézard là-dessus. Ouvre-moi la porte, papa. Ouvre la porte, qui te dit. Non! Ouvre la porte. De toute façon, il faudra y aller. Et la porte s'est ouverte. Et Pierre a vu la tête de son père pas vraiment décidé à partir, le l'empoigner comme un sac à patates, l'a jeté en travers de ses épaules, et il a commencé à marcher. Il est arrivé sur la place de l'église après avoir passé le chantier de la médiathèque. Là, à l'entrée de la place, on avait le maire d'un côté, son ancienne femme de l'autre. Puis il y avait tout le monde en train de les regarder en silence. En train de les regarder juste d'un œil. Pour pas faire voir qu'on regarde, mais vous savez, là, pour regarder juste de même. Mais on regarde quand même. Et là, le père a commencé à gigoter sur les épaules. Pierre lui a dit d'arrêter de faire l'innocent. Il n'avait pas envie de se faire remarquer. Et il a continué. Les sphères d'eau vieux qu'on chute. L'histoire des vieux, ouais. Du spectacle Pougne-Hérisson. On voyait des musiciens, la musique était présente aussi dans beaucoup de tes spectacles. Elle tient une place importante. Ça a été un spectacle que tu as beaucoup joué, ça, Pougne-Hérisson Ça a été le premier déclic. Il y en a eu 2 déclics au niveau des spectacles. Tcholal m'a permis d'avoir vraiment une reconnaissance nationale. Ouais. Pougne, vraiment, l'a joué, je ne sais plus, 250 ou 300 fois. Ouais. Et puis après, J'ai pas fermé l'œil de la nuit, qui m'a permis de rentrer dans le gros cercle de scène nationale, etc. Ouais. Mais Pougne, là, a été un spectacle très important. Ouais. Et est-ce que les Contes d'Inda Jolin, ça prendra la forme d'un spectacle? Alors, il y a un livre qui va sortir là, dans quelques jours. La prochaine semaine. Là, voilà, on a vu la couverture tout à l'heure. Et ça fera l'objet d'un spectacle après qui sera amené à tourner, ou c'est un one-shot? Non, ils avons fait 2 ébauches à Pougne, justement, l'été passé. C'était formidable, parce qu'on avait été au Moyer, ils étaient en stabulation, on avait 400-500 personnes. Les vieux, les jeunes, et tout le monde chantait les comptines. Donc, et on m'a rassuré en me disant, oui, les petites mélodies que tout le monde a envie de chanter, quoi. Donc ça est drôlement bien. Et y allons les faire. Donc mercredi,
26 là, à la Balise, à Saint-Gilles, dans le festival de Goudelangue. À Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire. Ah oui. Saint-Hilaire de Riez. Et connais-tu la cantine quant au Moy? Mouille, gaborite, t'as les fous sont à l'abrite, mouille, un petit peu fort, t'as les fous sont dehors. Oui, la connaissait pas, je l'ai. Ah. Elle est belle. Ben voilà. Elle est belle. Tu collectes. Mais de toute façon, ayant parlé avec Jean-Pierre, on a tellement de collectes de comptines qui sont formidables qu'il faudrait en faire quelque chose. C'est ça, elle demande que ça. Ben oui, à demandant, demande que ça. qu'à exister. Elle reste parce pas dans que- les banques de sûr. données. Ouais. Bien sûr. Tu peux nous dire quelques mots sur le festival Le Goût des Langues. Le Goût des Langues, donc Ben à la d'abord, Balise. est un festival assez unique, justement, en Vendée, où on avait, avec Perrine Desproges, ils avons concocté ça en disant on a un espace pour parler de ça, pour parler de chez langues différentes, que parler de la diversité culturelle. Et en même temps, il n'est pas si facile que ça de rapiloter les mondes, parce que justement, le dire, oh, un truc sur le patois, ou alors le dire, On va pas comprendre. on va pas venir, on va pas comprendre, Ouais. ou ben non, oh, tu viens pas aller voir un truc, l'allant voir d'autres choses pour se valoriser, donc nos ça. spectacles autres. Mais tenons le choc. Et donc là, on a, par exemple, le jeudi soir, on a une conférence formidable avec un gars qui s'appelle Philippe Blanchet sur la glottophobie, la haine des accents. En France, ils sont vraiment spécialistes de ça. Il faut vraiment, en école de comédien, en école de journalisme, Faut on effacer. lisse, Ouais. on appionge. Ouais. Il ne faut pas collège d'accent du tout pour que ça se baille. Et donc, c'est un gars, c'est formidable. Et le lendemain, il y a un atelier de doublage avec un gars qui est un Provençal qui s'appelle Laurent Labadie, Ouais. qui est lui le responsable de tous les doublages de films français ou anglais en occitan. Ah, ok. Et il va essayer de transposer ça avec notre patois. Excellent. Donc, ils allons C'est une faire super idée. du doublage en direct. en direct. Et ça, et pour tout le monde, Ah oui. on est ouvert, on est Les grands, les petits. à 18 à 21h, vendredi prochain. Ouais. Formidable atelier de doublage. Est un début. Eh ben, Puis le Laurent- lendemain, formidable Daniel Laumont. Ah oui, qui est un conteur du conteur Périgord, de Dordogne. extraordinaire, Extraordinaire. avec un accent, une langue. Mais Le chemin même- vers les oreilles est immédiat. Oh, Ah oui. formidable. Que du bon, que du beau. Et puis dès vendredi, là, on a Vilaine, un groupe de polyphonie vocale féminine qui est formidable. Courrizy, La Balise, Le Goût des Langues, du 21 février au 2 mars. Merci d'avoir apporté du relief puis d'avoir fait chanter la langue dans cette Et émission. il y a l'impression d'être en famille, là, comme tu as dit tout à l'heure. T'as le vent de serviette. Ouais. Alors, à Bétou. À Bétou. À Bétou. À Bétout. À Bétout. À Bétout.